chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons suivre notre série d'applications de la deuxième loi de Newton et aujourd'hui, nous allons voir le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. D'accord? Pour les élèves de deuxième année baccalauréat, option français, sciences physiques et sciences mathématiques. Ouais. Alors, on commence par le champ magnétique B. Et vous avez vu dans l'année dernière, première année baccalauréat, le champ magnétique. D'accord? Alors, dans notre expérience, lorsqu'on approche un aimant droit à un faisceau d'électrons, on observe la déviation des faisceaux. D'accord? Et la même observation lorsqu'on remplace l'aimant par un solénoïde ou bien les deux bobines de Helmholtz parcourées par un courant électrique. C'est clair? Et le sens de déviation du faisceau s'inverse lorsqu'on inverse les positions des pôles de l'aimant. D'accord? Ou bien le sens du courant électrique dans le solénoïde ou bien les bobines de Helmholtz. C'est clair? Alors l'expérience, le dispositif expérimental contient une ampoule sous vide. D'accord? Voilà l'ampoule. C'est clair? Un matériau fluorescent. Voilà le matériau fluorescent. D'accord? Les bobines de Helmholtz. Voilà les deux bobines de Helmholtz. D'accord? Le canon à électrons. Donc voilà le canon à électrons. D'accord? Ça veut dire les faisceaux des électrons. C'est clair? Et aussi on utilise un générateur. D'accord? De courant. C'est clair? Donc voilà le dispositif expérimental. Donc l'expérience est suivante. Lorsqu'on approche un aimant, d'accord, au matériau fluorescent, alors nous observons tout simplement la déviation de faisceaux d'électrons. C'est clair? La même chose lorsqu'on utilise les deux bobines de Helmholtz parcourues par un courant électrique. D'accord? Alors, en résumé, lorsqu'on approche un aimant droit à un faisceau d'électrons, on observe la déviation du faisceau. Même observation si on remplace l'aimant par un solénoïde ou bien par deux bobines de Helmholtz parcourues par un courant électrique. D'accord? Le sens de déviation du faisceau s'inverse, d'accord, lorsqu'on inverse les positions des pôles, d'accord, de l'aimant, ou bien aussi le sens du courant dans le solénoïde. C'est clair? Ça veut dire lorsqu'on inverse les pôles, bien pôle positif et pôle négatif du générateur, ou bien lorsqu'on inverse les pôles de l'aimant. Ça veut dire le nord et le sud, d'accord? Voilà. Donc, on conclut que le champ magnétique créé soit par l'aimant ou par le courant qui traverse le solénoïde provoque une force magnétique F. D'accord? Alors, cette force, elle s'appelle la force de Lorentz. C'est clair? Alors maintenant, avant d'attaquer notre problème, on doit faire un petit rappel sur le produit vectoriel. D'accord? C'est un rappel mathématique. Lorsqu'un vecteur C est le produit vectoriel de A et de B, ça veut dire le vecteur C est égal au vecteur A, produit vectoriel, le vecteur B. C'est clair? Alors, le vecteur A perpendiculaire au vecteur B et le vecteur B perpendiculaire au vecteur C et C perpendiculaire au vecteur A. Voilà, avec C perpendiculaire à A et C perpendiculaire à B, tel que les trois vecteurs
A, B et C constituaient un trièdre terrible. C'est clair? Donc, la norme de C est égale à la norme de A fois la norme de B fois sinus de l'angle entre A et B. Mais bien sûr, A perpendiculaire à B, donc sin de A, B, tout simplement est égal à 1. Parce que sin de P sur 2 égale 1. Alors maintenant, on va parler de la force magnétique de Lorentz. Alors nous admettons que la force F exercée sur un porteur de charge qui, animé d'une vitesse V, est placé dans un champ magnétique B qui est égal à B suivant K est donné par la relation vectorielle suivante. D'accord? Ça s'appelle relation de Lorentz. La relation de Lorentz s'écrit la force F de M est égale à Q, produit scalaire V, d'accord, produit vectoriel vecteur B. C'est clair? Donc voilà la force de Lorentz. C'est clair? Alors maintenant on doit répondre sur la question suivante. Quelles sont les caractéristiques de la force magnétique de Lorentz? D'accord? Donc maintenant on va voir tout simplement les caractéristiques de cette force. Vous savez bien qu'il y a 4 caractéristiques. Le point d'application pour la force de Lorentz, la particule supposée ponctuelle, d'accord? La direction, la perpendiculaire E-plan définie par le vecteur V, la vitesse, et le vecteur B, le champ magnétique, le sens défini par le trièdre direct QV, B et FM, et pour déterminer le sens de F, d'accord, on peut utiliser la règle de main droite, ou bien la règle de 3 doigts de la main droite. Alors pour déterminer le sens de F, on peut utiliser 2 règles, d'accord, soit la règle de main droite, ou bien la règle de 3 doigts de la main droite. La première règle, c'est la règle des 3 doigts. Donc, la charge scalaire, la vitesse, d'accord, traverse le pouce. C'est clair? Donc, le pouce représente la vitesse. C'est clair? L'index, voilà l'index, c'est vers vous. L'index représente B, le champ magnétique. C'est clair? Et le majeur donne la force de Lorentz. C'est clair? Alors voilà, je répète. Le pouce représente la vitesse. L'index représente le champ magnétique. Et le majeur donne la force de Lorentz. D'accord? Donc voilà la première règle. C'est très simple. Alors la deuxième règle, c'est la règle de la main droite. Donc voilà la main droite. Alors tout d'abord, la paume de la main droite est orientée dans le sens de B. Ça veut dire B vers vous ou bien vers l'inverse. C'est clair? Donc il est perpendiculaire sur la paume. C'est clair? La vitesse, ou bien Q fois V, traverse la main droite du poignet à l'extrémité des doigts. Ça veut dire la vitesse, elle sort de l'extrémité du doigt. C'est clair? Le pouce écarté des autres doigts et restant dans le plan de la main indique tout simplement le sens de vecteur F. Donc, le pouce représente F. D'accord? Je répète, la vitesse sort de l'extrémité des doigts. D'accord? B perpendiculaire sur la paume, ça veut dire vers vous. D'accord? Ou bien l'inverse.
et le pouce représente F. D'accord? Donc voilà la deuxième règle. Donc, vous pouvez utiliser soit la première méthode, soit la deuxième méthode. Alors, il reste l'intensité de la force de Lorentz. Fm est égal à la valeur absolue de K fois V fois B fois sinus alpha. Avec K, la charge de la particule en coulomb, V, la vitesse de la particule en mètres par seconde, B est l'intensité du champ magnétique en Tesla, d'accord, et Fm, l'intensité de la force de Lorentz. Alpha représente l'angle entre la vitesse et le champ magnétique. On passe à l'énergie cinétique aussi d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors, on commence par la puissance de la force de Lorentz. Alors, comme vous savez, P est égal à la force produit scalaire V, la vitesse. D'accord? Alors, on peut écrire P est égal, on remplace F par son expression, qui scalaire V, produit vectoriel B, scalaire V, tout simplement. Et puisque V est perpendiculaire à P, est perpendiculaire aussi à F, d'accord, on a déjà dit ça, d'accord, alors tout simplement le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est égal à 0, mathématiquement. Toujours, hein, lorsque vous avez deux vecteurs perpendiculaires, alors son produit scalaire est égal à 0. C'est clair? Donc la puissance de la force de Lorentz est toujours nulle, toujours est égal à 0. C'est clair? Parce que F est toujours perpendiculaire à V. D'autre part, la puissance est égale à la dérivée de l'énergie cinétique, d'accord, sur T est égal à 0. Parce qu'on a déjà trouvé que P est égal à 0. Alors à partir de cette relation, on peut déduire que la dérivée d'une fonction par rapport au temps est égale à 0, ça veut dire que cette fonction est constante. Donc, EC est égal à constante. C'est clair? Alors, EC est égal à constante, et vous savez bien que EC est égal à 1 demi FV au carré. D'accord? Ça veut dire EC dépend de quoi? Dépend de la vitesse. C'est clair? Donc, puisque l'énergie cinétique EC est égale à constante, automatiquement la vitesse est égale à constante. D'accord? Parce que EC est égal à 1 demi mv au carré. C'est clair? Est égal à la vitesse initiale. D'accord? Ça veut dire la vitesse est constante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse constante? La vitesse constante prouve que le mouvement est uniforme. D'accord? Donc voilà, on a démontré que notre mouvement est uniforme. C'est clair? Je pense que vous voulez poser une question sur la puissance. Alors cette question c'est pourquoi P est égal à du EC sur D de T. C'est très simple. Alors vous savez bien que P est égal le travail sur le temps. Le travail est égal à la variation de l'énergie cinétique. D'accord? Donc on peut remplacer le travail par l'énergie cinétique. Et dans notre cas, on a une seule force, c'est F. C'est clair? Donc voilà, on peut écrire P est égal à C sur D de T est égal à 0. Alors il faut remarquer, d'accord, que contrairement à un champ électrique, un champ magnétique ne modifie pas l'énergie cinétique d'une particule chargée. Parce que l'énergie cinétique, dans le cas du champ magnétique, est toujours constante. Deuxième remarque, la force magnétique, elle ne modifie pas la norme de la vitesse. D'accord? C'est très simple parce que l'énergie cinétique est constante, donc la vitesse est constante. D'accord? Alors, la force magnétique ne modifie pas la norme de la vitesse. Troisième remarque, la force magnétique est conservative et ne travaille pas.
D'accord? Le travail de la force magnétique est toujours nul, est toujours égal à 0. C'est clair? Alors maintenant, on passe à l'étude théorique du mouvement chargé dans un champ magnétique uniforme. D'accord? Alors on considère une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique uniforme dont le vecteur B est égal à B suivant K et orthogonal au vecteur vitesse V0 est égal à V0 suivant I de la particule. Alors on choisit comme repère orthonormé RO et GK. D'accord? La particule de charge K est égale à moins E. Ça veut dire qui est négative. D'accord? Pénètre dans le champ magnétique en haut. À T est égal à 0. Ça veut dire à l'instant initial. T est égal à 0. Alors, bilan des forces. Les forces exercées sur notre particule, d'accord, c'est le poids, d'accord, et il est toujours négligeable, d'accord, pour les particules élémentaires. Ça veut dire ponctuel, d'accord. Et deuxième force, c'est la force magnétique, d'accord. Ça veut dire la force de Lorentz. Et Fm est égal qui produit scalaire V, produit vectoriel B. D'accord? Donc, il faut noter bien que le poids est toujours négligeable devant la force magnétique. D'accord? Alors, voilà la figure de notre problème. D'accord? Donc, voilà un canon à électrons. D'accord? Voilà le point O. Donc le repère est GK, voilà I suivant X, et G suivant Y, et K suivant Z. K, d'accord, elle est vers vous. C'est clair? Vers vous. La même chose pour le champ magnétique. Le champ magnétique est suivant K, ça veut dire il est suivant vous. Et on a déjà écrit ça. D'accord? On a déjà écrit B est égal B suivant K, c'est clair? Et voilà la vitesse V0, la vitesse V0 est suivant I, c'est clair? Ça veut dire suivant X, d'accord? Et donc voilà la trajectoire des électrons, d'accord? De rayon ρ, c'est clair? Voilà le rayon de sa trajectoire, d'accord? Donc on considère le point M que nous allons étudier, d'accord? Ça veut dire la vitesse des électrons en point M, d'accord? La charge, on a déjà dit qu'elle est négative, d'accord? Elle peut être positive, c'est clair? Il faut faire attention. Nous allons voir ça. Donc, puisque la charge est négative, donc le produit scalaire scalaire V est de sens inverse, comme V. C'est clair? Donc voilà la force de Lorentz, voilà le rayon de la courbure, bien le rayon de la trajectoire des électrons. D'accord? Alors pour étudier ce problème, d'accord, ou bien pour étudier le mouvement des électrons, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton. Ça veut dire la somme des forces est égale à la masse scalaire le vecteur accélération. Alors, puisqu'on a une seule force, c'est la force de Lorentz, c'est clair? Donc, F de M est égal à la masse scalaire, le vecteur accélération. Donc, on remplace Fm par son expression, c'est K scalaire V, produit vectoriel B, est égal à M scalaire, le vecteur accélération. Alors, à partir de cette expression, on peut déduire l'expression de l'accélération. Donc, le vecteur accélération est égal à K sur M scalaire V, produit vectoriel B. D'accord? Donc, voilà l'expression de toi. Les axes OX et OY sont dans le plan de la figure. D'accord? Et l'axe OZ, lui, est perpendiculaire. D'accord? Ça veut dire vers vous. OZ est vers vous.
La même chose pour P. Je répète, K vers vous et P aussi vers vous. Faire attention. Alors, nous allons étudier notre mouvement dans deux repères. D'accord? Le premier repère, c'est RO et JK. D'accord? Et le deuxième repère, c'est le repère de Freinet. D'accord? Ça veut dire le repère O, U, N, K. D'accord? Alors, maintenant, on commence par le premier repère. Le vecteur accélération A est perpendiculaire à V et à B. D'accord? Donc, on peut écrire A scalaire K, d'accord, est égal, on remplace A par son expression, d'accord, qui sur M, produit scalaire V, produit vectoriel B, d'accord, tout produit scalaire K est égal 0. C'est clair parce que K est suivant B. C'est clair? Et puisque B est perpendiculaire à A et à V, donc on peut écrire que A scalaire K est égal 0. C'est clair parce que K est perpendiculaire à A. D'accord? Car B est égal BK est perpendiculaire à A. D'accord? Alors la projection de A suivant Z, d'accord? Alors A suivant en Z, donc à partir de cette égalité, d'accord, on peut déduire que A suivant Z, qui est AZ, est égal à Z2 points, d'accord, la dérivée seconde est égale à la dérivée de la vitesse suivant Z sur d de t est égale à 0 mètres par seconde carré. C'est clair? Donc, A suivant Z est égal à 0. Alors, AZ est égal à Z2 points est égal à d de vz sur d de t. Donc, à partir de cette équation, d'accord, on va chercher les primitives. Donc la primitive de AZ, c'est VZ, d'accord, et on a déjà parlé en détail sur les primitives dans les vidéos précédentes. Donc la primitive de AZ, c'est AZ fois T, d'accord. La primitive de dVZ sur d de T, c'est VZ, plus une constante, d'accord. Alors cette constante à T est égale à 0, c'est VZ, V0 suivant Z, d'accord. Est-ce que c'est clair? Alors je répète. La primitive de dVZ sur d de t, c'est Vz. C'est clair? La primitive de AZ, c'est AZ fois t. D'accord? Plus une constante. D'accord? Parce qu'après l'intégrale, toujours on trouve une constante. Cette constante est déterminée à partir des conditions initiales. D'accord? Donc, AT est égal à 0. La constante est égale à V0Z. D'accord? Donc voilà, on a trouvé que Vz est égal à AZ fois T plus V0Z. C'est clair? La deuxième primitive, c'est clair? Donc la primitive de Vz, c'est Z. Parce que c'est la dérivée de Z par rapport au temps. D'accord? Ça veut dire d de Z sur d de T. Donc la primitive de Vz, c'est Z. La primitive de AZ fois T, tout simplement AZ est une constante. Donc AZ, mais la primitive de T, c'est T carré sur 2. Donc 1 demi T carré. C'est clair? La primitive de V0Z, c'est V0Z fois T. Toujours, la primitive d'une constante, c'est la constante fois T. D'accord? Plus une constante. D'accord? AT est égal à 0. Cette constante, c'est Z0. C'est clair? Donc voilà, on a trouvé deux équations horaires. Équation dépend de la vitesse et équation dépend de Z. D'accord? Alors, AT est égal à 0. D'accord? La particule est en haut. Ça veut dire qu'il est en origine. AT est égal à 0. La particule est en haut. Ça veut dire à l'origine de la trajectoire curviligne. D'accord? Donc, dans ce cas, Z0 est égal à 0. Et la vitesse V0 est égale à V0 fois I. Alors, puisqu'on n'a pas du mouvement suivant Z, V0Z est égal à 0. Parce que la vitesse est toujours suivant I. C'est clair? Alors, il n'y a pas de vitesse suivant Z. D'accord? Suivant K. C'est clair? Allez. Donc, on peut déduire que Vz est égal à Z fois T plus V0 est égal à 0.
C'est clair? Alors, la vitesse Vz est égale 0. C'est clair? La même chose pour Z. Alors, puisqu'on n'a pas du mouvement suivant Z, alors Z est égal 0. Pourquoi? Parce que Z est égal Z0 est égal 0, V0, Z est égal 0 et AZ est égal 0. On a déjà trouvé que AZ est égal 0. Voilà, AZ est égal 0. C'est très simple. On peut remplacer AZ par 0, V0Z par 0 et Z0 est égal 0. Voilà. D'accord? Donc, Z est égal 0 prouve que le mouvement de la trajectoire se fait dans le plan OX, OY. D'accord? Alors, il n'y a pas de mouvement suivant OZ. Donc, sa trajectoire est donc plane. C'est clair? Donc, voilà, on a démontré que la trajectoire des électrons est plane. Alors, maintenant, on passe au deuxième repère. C'est le repère de Freinet. Mais tout d'abord, on doit poser une question. Quelle est la différence entre le repère RO et GK et le repère de Freinet? La réponse est très simple. Le repère RO et GK est fixe. D'accord? Il est lié au point O. Par contre, le repère de Freinet MUNK, alors qui dépend du point M, attention, ne dépend pas du point O, elle dépend du point M. Ça veut dire, puisque le point M est variable, ça veut dire il est mobile, donc le repère de Freinet, il est mobile. D'accord? Voilà la différence entre le repère RO et GK qui est fixe et le repère de Freinet qui est mobile. D'accord? Il dépend du point M. Allez. Alors maintenant, on va faire la projection sur les directions U, N et K. Alors, on commence par la projection sur U. Alors, sur U, A tangentiel est égal à 0. U, c'est un vecteur tangentiel. D'accord? Ça veut dire suivant le mouvement. C'est clair? Alors, pourquoi AT est égal à 0? Parce que A est toujours perpendiculaire à V. Et on a déjà montré que A est perpendiculaire à V et à B. D'accord? En utilisant bien sûr la deuxième loi de Newton. Parce qu'on a trouvé que F, le vecteur de Lorentz, est égal quoi? Est égal M fois l'accélération. C'est clair? Ça veut dire A est toujours suivant F, la force de Lorentz. Et puisque F est perpendiculaire à V et à B, alors A aussi est perpendiculaire à V et AP. C'est clair? Alors, maintenant on va faire la deuxième projection. Ça veut dire la projection sur N, la normale. D'accord? La normale, ça veut dire la perpendiculaire sur le mouvement. C'est clair? Donc A normale est égal à la valeur absolue de la charge fois la vitesse fois B sur M. Pourquoi on a écrit qui fois V fois B? Parce que sinus alpha, l'angle entre V et B, d'accord, est égal P sur 2. Et sinus P sur 2 est égal 1. C'est clair? Donc voilà. Et on a déjà démontré que la projection de A sur K est égale 0. D'accord? Allez. Donc à partir de A tangentiel est égal 0, on sait que A tangentiel est égal à la dérivée de la vitesse sur t de t est égal 0. D'accord? Donc, à partir de cette expression, V est égal constante. Parce que la dérivée de la vitesse est égale 0. Donc, V est égal constante. Alors, puisque la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Tout simplement. D'accord? Dans la base de Freinet, MUN, les composantes du vecteur accélération sont... Alors, en général, le vecteur accélération est égal au vecteur accélération tangentielle plus le vecteur accélération normale. D'accord? Et on a démontré que le vecteur accélération tangentielle est égal à 0. Donc, le vecteur accélération est égal au vecteur accélération normale, ça veut dire AN. Et on sait bien que l'accélération normale est égale toujours la vitesse au carré sur ρ fois la normale n. D'accord? Alors,
la relation de Newton, d'accord, qui scalaire V produit vectoriel B est égal à M scalaire A, c'est créé. Tout simplement, on remplace A, d'accord, par V au carré sur Rho fois N, voilà, d'accord. Et on a divisé Q sur M, d'accord. Et on sait que V est égal à V0 est égal constante. On a déjà démontré que la vitesse est constante, d'accord. Et on a démontré que le mouvement est uniforme, d'accord. Alors, la valeur absolue de Q, d'accord, parce qu'il est négatif, donc il faut faire la valeur absolue sur M fois V0, parce que V est égal à V0, fois B fois sinus P sur 2 est égal à V0 carré sur Rho. Mathématiquement, sinus P sur 2, c'est 1. Donc, on trouve Rho est égal tout simplement, on simplifie par V0, elle reste V0, d'accord, fois M, voilà, sur la valeur absolue de Q fois B, d'accord, est égal, constante est égal R. Et voilà, on a trouvé que Rho est égal à une constante est égal le rayon. Donc, R est égal à V0 fois M sur la valeur absolue de Q fois B, d'accord, la masse en kilogrammes, le champ magnétique en Tesla, d'accord, la charge en coulomb et la vitesse en mètres par seconde. Donc, R en mètres, d'accord. Donc, le mouvement est circulaire, uniforme de rayon R. Pourquoi uniforme? Parce qu'on a trouvé que la vitesse est constante. Circulaire parce qu'on a trouvé que Rho est égal à R. C'est le rayon, d'accord. Avec R, le rayon de courbure de la trajectoire, d'accord. Donc, R est égal constante, prouve que la trajectoire est circulaire, d'accord. Par conclusion, la vitesse linéaire de la particule se déduit de l'expression suivante, d'accord. Ça veut dire à partir de l'expression précédente, on peut trouver la vitesse. V est égal à la valeur absolue de Q fois R fois P sur M. Donc, vous pouvez trouver cette expression à partir de l'expression de R. La vitesse angulaire est reliée à la vitesse linéaire par la relation suivante. On sait que V est égal à R fois oméga. Donc, oméga est égal à V sur R. On remplace V par son expression, on trouve la valeur absolue de Q fois B sur M. La période est reliée à la vitesse angulaire par T est égal à 2P sur oméga. D'accord. Et on remplace oméga par son expression, on trouve l'expression de la période. La fréquence, c'est l'inverse de la période. D'accord. Et voilà, les expressions montrent que oméga, T et F sont indépendants du rayon et de la vitesse V, comme vous voyez. Alors, dans l'expression de oméga, il n'y a pas de V et il n'y a pas de R. Donc, oméga ne dépend pas de la vitesse et du rayon. D'accord. La même chose pour T. Il n'y a pas de V et il n'y a pas de R. Donc, ne dépend pas de V et de R. Et la même chose pour F. Alors maintenant, il faut remarquer que, donc la première remarque, la force de Lorentz Fm est centripète, d'accord, c'est elle qui a l'origine du mouvement circulaire uniforme, d'accord. Deuxième remarque, si la vitesse V est parallèle à B, la force de Lorentz est nulle, d'accord. Il faut faire attention, si V parallèle à B, la vitesse de Lorentz est égale à 0. D'accord. Et la particule décrit un mouvement rectiligne uniforme à travers le champ. D'accord. La troisième remarque, si l'angle entre la force de Lorentz et le champ magnétique est différent de 0 degré et 90 degrés, la particule décrit un mouvement uniforme héliquadal. D'accord. Ça veut dire la trajectoire est LS. D'accord. Alors maintenant, on va déterminer la déflexion magnétique. Alors qu'est-ce que c'est que la déflexion magnétique? Alors on appelle dm est égal à P la déflexion magnétique. Donc voilà la déflexion. Ça veut dire sa distance. C'est clair? C'est la distance entre l'axe OX et le maximum. Ça veut dire P. D'accord? Donc dm, voilà dm. Alors on a
tangente de alpha est égal quoi? Est égal à AP, d'accord, sur IA. D'accord, ça veut dire cette distance sur cette distance. C'est la tangente. D'accord. Alors cette distance c'est dm, voilà, on a remplacé par dm. Et cette distance, tout simplement, c'est L, voilà, L c'est OA, d'accord, moins OI est égal presque dm sur L. Pourquoi? Parce qu'on néglige OI devant OA. Parce que la distance OI est très petite par rapport à L. C'est clair? Et on sait que sinus alpha est égal à HS sur CS. Alors que vous voyez dans la courbe, OC est perpendiculaire sur OA. D'accord? Et CS perpendiculaire sur EP. D'accord? Mathématiquement, cet angle est égal à cet angle. D'accord? Alors sinus alpha est égal tout simplement HS sur CS. D'accord? Est égal HS, c'est la distance D. D'accord? Et CS, c'est le rayon. D'accord? C'est R. Puisque alpha est petit, d'accord? L'angle alpha est petit, donc on peut écrire que tangente alpha est égal sin alpha. D'accord? Mathématiquement. Parce que alpha est petit. Attention, il faut faire attention. C alpha est petit. Sinon, on ne peut pas faire ça. Alors, C alpha est petit, tangent alpha est égal presque sin alpha. Donc, on remplace tangent alpha par dm sur L, d'accord, et sin alpha par d sur R. D'accord? Alors, on trouve que dm est égal d sur R fois L. D'accord? Donc, en remplaçant R par son expression, on trouve l'expression de déflexion. D'accord? ddm. Avec L en mètres et D aussi en mètres, les distances, d'accord? B en Tesla, champ magnétique, la charge en coulomb, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, et bien sûr, D c'est une distance, donc elle est en mètres. Alors d'après cette expression, on peut déduire que la déflexion, d'accord, est proportionnelle à B, comme vous voyez. Ça veut dire dm est égal cette expression fois B. Ça veut dire K fois B. Et voilà, mes chers élèves, c'est la fin de cette application. D'accord? Et aussi la fin de cette séance. Et on se verra, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Ok? Merci de votre attention. Et je vous souhaite un bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum wa rahmatullah.